cette découverte. J'ai débuté ma carrière en médecine par le biais de la science et de la recherche. À la fin de mes études, j'ai quitté le monde de la pratique médicale pendant 5 ans pour m'intéresser à la manière dont les réseaux de neurones engendrent des pensées et des émotions. J'ai obtenu un doctorat en sciences neurocognitives sous la supervision des professeurs Herbert Simon, un des très rares psychologues qui ait jamais reçu le prix Nobel, et James McClelland, un des fondateurs de la théorie des réseaux de neurones. Le principal résultat de ma thèse a été publié dans Science, la revue de référence dans laquelle tout scientifique espère voir un jour figurer ses travaux. Après cette formation scientifique rigoureuse, j'ai eu du mal à revenir à la pratique clinique pour terminer ma spécialisation en psychiatrie. Les médecins auprès desquels j'étais censé apprendre mon métier me semblaient trop imprécis dans leur démarche, trop empiriques. Ils étaient beaucoup plus intéressés par la pratique que par la base scientifique de ce qu'ils enseignaient. J'avais l'impression de ne plus apprendre que des recettes. Pour telle maladie, faire tel et tel test, et utiliser les médicaments A, B et C à telle dose pendant tant de jours. Je trouvais cela trop éloigné de l'esprit de questionnement permanent et de la précision mathématique qui m'est devenue familière. Toutefois, je me rassurais en me répétant que j'apprenais à soigner des patients au sein du département de psychiatrie le plus rigoureux et le plus orienté vers la recherche de tous les États-Unis. À la faculté de médecine de l'Université de Pittsburgh, notre département recevait plus de fonds de recherche du gouvernement que tous les autres, y compris le prestigieux département de transplantation cardiaque et hépatique de notre hôpital. Avec une certaine arrogance, nous nous considérions comme des scientifiques cliniciens, et non comme de simples psychiatres. Peu de temps après, j'ai obtenu du National Institute of Health et de diverses fondations privées des financements me permettant d'établir un laboratoire de recherche sur les maladies mentales. L'avenir n'aurait pu être plus prometteur. J'étais assuré de pouvoir épancher ma soif de faits et de connaissances. Or, en très peu de temps, quelques expériences allaient complètement changer ma vision de la médecine et transformer ma vie professionnelle. Il y eut d'abord un voyage en Inde, pour y travailler avec des réfugiés tibétains à Dharamsala, la ville où réside le Dalai Lama. Là, j'ai vu à l'œuvre la médecine traditionnelle tibétaine, qui établit un diagnostic des déséquilibres grâce à la longue palpation des pouls des 2 poignets et à l'inspection de la langue et des urines. Ces praticiens ne soignaient que par l'acupuncture et les plantes. Ils semblaient pourtant avoir autant de succès avec toute une gamme de maladies chroniques que la médecine occidentale. Avec tout de même 2 différences majeures. Les traitements avaient moins d'effets secondaires et ils coûtaient beaucoup moins cher. En réfléchissant à ma pratique de psychiatre, il m'est apparu alors que mes propres patients souffraient surtout, eux aussi, de maladies chroniques. La dépression, l'anxiété, le trouble maniaco-dépressif, le stress. Pour la première fois, j'ai commencé à me poser des questions sur le mépris des médecines traditionnelles qu'on m'avait inculquées au cours de mes années d'études. Était-il fondé sur des faits, comme je l'avais toujours cru, ou simplement sur l'ignorance? Le palmarès de la médecine occidentale est inégalé pour les maladies aiguës telles que la pneumonie, l'appendicite et les fractures, mais il est loin d'être exemplaire en ce qui concerne les maladies chroniques, y compris l'anxiété et la dépression. Une autre expérience, plus personnelle, m'a forcé à affronter mes propres préjugés. Lors d'une visite à Paris, une amie d'enfance m'a raconté comment elle s'était remise d'un épisode dépressif suffisamment sérieux pour avoir détruit son mariage. Elle avait refusé les médicaments proposés par son médecin et fait appel à une sorte de guérisseuse qui l'avait traitée par une technique de relaxation proche de l'hypnose, permettant de revivre de vieilles émotions refoulées. Quelques mois de ce traitement lui avaient permis de redevenir mieux que normale. Non seulement elle n'était plus déprimée, mais elle se sentait enfin libérée du poids de 30 années passées sans réussir à faire le deuil de son père, disparu lorsqu'elle avait 6 ans. Du coup, elle avait retrouvé une énergie, une légèreté et une clarté d'action qu'elle n'avait jamais connues jusque-là. J'étais heureux pour elle et en même temps choqué et déçu. Au cours de toutes mes années passées à étudier le cerveau, la pensée et les émotions, à me spécialiser en psychologie scientifique, en neurosciences, en psychiatrie et en psychothérapie, pas une fois je n'avais vu de résultats aussi spectaculaires. Et pas une fois on ne m'avait parlé de ce type de méthode. Puis, le monde scientifique dans lequel j'évoluais décourageait tout intérêt pour ces techniques hérétiques. Elles étaient l'apanage de charlatans, et à ce titre,
ne méritaient pas l'attention de véritables médecins, encore moins leur curiosité scientifique. Pourtant, il était indéniable que mon amie avait obtenu en quelques mois bien plus qu'elle n'aurait été en droit d'attendre de l'utilisation de médicaments ou d'une psychothérapie conventionnelle. En fait, si elle m'avait consulté en tant que psychiatre, je n'aurais fait que restreindre ses chances de vivre une telle transformation. C'était pour moi une grande déception et en même temps un rappel à l'ordre. Si, après tant d'années d'études et de formation, j'étais incapable d'aider quelqu'un qui m'importait tant, à quoi servaient toutes ces connaissances? Au cours des mois et des années suivants, j'ai appris à ouvrir mon esprit à de nombreuses autres manières de soigner, et j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'elles étaient non seulement plus naturelles et plus douces, mais aussi souvent plus efficaces. Chacune des 7 approches que j'utilise couramment dans ma pratique exploite à sa manière des mécanismes d'auto-guérison présents dans l'esprit et le cerveau humain. Ces 7 approches ont toutes été soumises à des évaluations scientifiques rigoureuses qui montrent leur efficacité, et elles ont fait l'objet de nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales de référence. Pour autant, elles ne font toujours pas partie de l'arsenal médical occidental, pas même de la psychiatrie ou de la psychothérapie. La principale raison de ce retard tient au fait que l'on ne comprend pas bien encore les mécanismes qui sont responsables de leurs effets. C'est un obstacle important, peut-être même légitime, pour une pratique de la médecine qui se veut scientifique. Toutefois, la demande pour des méthodes de traitement naturelles et efficaces ne cesse de croître. Et il y a de très bonnes raisons à cela. Le constat. L'importance dans les sociétés occidentales des troubles liés au stress, dont la dépression et l'anxiété, est bien connue. Les chiffres sont alarmants. Les études cliniques suggèrent que 50 à 75% de toutes les consultations chez le médecin sont motivées avant tout par le stress, et que, en termes de mortalité, le stress est un facteur de risque plus grave que le tabac. De fait, parmi les médicaments les plus utilisés dans les pays occidentaux, une majorité vise à traiter des problèmes directement reliés au stress. Ce sont des antidépresseurs, des anxiolytiques et somnifères, des antiacides pour les brûlures et ulcères d'estomac, des antihypertenseurs et des anticholestérols. Selon un rapport de l'Observatoire national du médicament, les Français sont depuis plusieurs années parmi les plus grands consommateurs au monde d'antidépresseurs et de tranquillisants. Avec 1 Français sur 7 qui consomme régulièrement un médicament psychotrope, la France arrive largement en tête de tous les pays occidentaux. La consommation y est même de 40% supérieure à celle des États-Unis. Chez nous, l'utilisation d'antidépresseurs a doublé au cours des 10 dernières années. Les Français sont aussi les plus grands consommateurs d'alcool au monde. Or, le plus souvent, la consommation d'alcool est une manière, elle aussi, de gérer les problèmes de stress et de dépression. Alors même que les problèmes de stress, d'anxiété et de dépression ne font qu'augmenter, ceux qui en souffrent des 2 côtés de l'Atlantique remettent en cause les piliers traditionnels de la médecine des émotions. La psychanalyse d'une part et les médicaments de l'autre. Dès 1997, une étude de Harvard a montré que la majorité des Américains préfèrent des méthodes dites alternatives et complémentaires pour soulager leur souffrance, plutôt que des médicaments ou une psychothérapie conventionnelle. La psychanalyse perd du terrain. Après avoir dominé la psychiatrie pendant 30 ans, son crédit s'amenuise tant auprès du public que des spécialistes parce qu'elle ne s'est pas suffisamment attachée à faire la preuve de son efficacité. Nous connaissons tous quelqu'un qui a grandement bénéficié d'une cure analytique, mais nous connaissons aussi beaucoup d'autres personnes qui tournent en rond sur leur divan depuis des années. En l'absence d'évaluation scientifique et chiffrable, il est très difficile de dire avec précision à un patient qui souffre d'une dépression ou d'attaque d'anxiété quelles sont ses chances d'être soulagé par une psychanalyse. Comme les psychanalystes conventionnels présentent souvent le traitement comme pouvant durer plus de 6 mois, si ce n'est des années, et que celui-ci coûte souvent plus cher qu'une voiture neuve, on comprend les réticences des patients potentiels. Même si les grands principes de cette cure par la parole ne sont pas véritablement remis en question, il est normal dans une telle situation que chacun cherche à connaître les alternatives. L'autre voie, et de loin la plus pratiquée, est celle de la nouvelle psychiatrie dite biologique,